moi aussi, je veux remercier pour m'inviter ici à Monseigneur Joseph. Je suis très heureux de voir. Et tout ce temps, j'ai eu comme une question, quelle est la relation à une perspective aussi philosophique, aussi théologique. Et maintenant, je vous... et aussi historique, vous voyez. J'aime aussi beaucoup l'histoire, ma femme c'est historien. Il y a mon présentation, je crois que ce n'est pas très technique. J'ai préféré d'entrer dans des aspects plus philosophiques. Ok, il est très bien pour moi parce que hier, c'était André qui a présenté très bien le stade, le state of the art de ce domaine. Qu'est-ce que maintenant, cette réseau neural profond, ce deep learning, qui ont des performances extraordinaires. Dans les dernières 3-4 ans, les choses ont changé en extrême. Et ça, c'est dû aussi à la technologie. La technologie a avancé très beaucoup, l'électronique, les circuits intégrés, ont permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire quelques années avant. L'idée ne sont pas nouvelles de cette réseau neuronale profonde, deep learning, deep neural networks, mais aujourd'hui on a pu implémenter. Bien sûr, comme vous avez vu, ils coûtent énormément. Ils ont besoin d'ordinateurs très très puissants, de beaucoup d'unités centrales. Par exemple, un laptop a 2 ou 4 nuclés, mais on a des millions de nuclés derrière cette OK. Tout d'abord, je vais un peu très rapidement discuter qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Mais juste 2 ou 3 transparents, parce que André a présenté très bien hier. On peut le voir de quelques perspectives. Mais il est clairement un domaine interdisciplinaire, parce qu'il implique aussi philosophie, psychologie, mathématiques, génie logiciel, informatique. C'est un domaine interdisciplinaire qui veut créer des programmes d'ordinateurs qui se comportent comme des humains intelligents. On va discuter un peu qu'est-ce que ça signifie intelligent. Résoudre des problèmes difficiles. Aussi André a discuté hier. Faire des assistants intelligents. Bien sûr, tout discute maintenant de ChatGPT. Mais il y a de quelques années des autres, Siri, Alexa, Cortana, vous connaissez peut-être. Aussi le téléviseur intelligent, on peut commander par voix. Il y a aussi une sorte d'assistant intelligent, aussi dans beaucoup d'autres applications. Tout d'abord, peut-être vous connaissez le test de Turing. Alan Turing, c'était une personnalité très importante dans le deuxième siècle, parce qu'il a eu trois contributions essentielles. Il a fait le modèle mathématique des ordinateurs, la machine Turing, c'est le modèle abstract mathématique qui décrit tous les ordinateurs. Ce modèle a aussi été utilisé dans la Seconde Guerre mondiale pour déchiffrer le code Enigma des Allemands, probablement vous connaissez. Il a été aussi un film qu'on a quelques années avant, le jeu d'imitation, c'était le nom. Et c'est pas, je le sais parce que c'est lié avec le test de Turing. En 1950, il a écrit un article que jusqu'à l'an 2000, les programmes d'ordinateur, les ordinateurs, on peut se comporter comme un homme. Ça signifie que si on écrit une question et le donne dans l'autre chambre sans voir qui répond,
Et on fait ça plusieurs fois. Si on ne peut pas déceler, on ne peut pas distinguer qui a donné la réponse, ça signifie que si dans la chambre était un homme ou un ordinateur, et tu ne sais pas qui a donné la réponse, cet ordinateur a passé le test. Il n'a pas dit intelligence artificielle. Le terme intelligence artificielle a apparu en 1956. C'était la première conférence internationale à Dartmouth College et le nom est Event. Mais la réalité est que l'année 2000 a passé. Il y a des personnes qui ont dit, oh, on a eu des programmes qui ont passé le test Turing. Même ChatGPT peut être considéré par quelques personnes qui a passé. Il y a une discussion, on va voir. Qu'est-ce que c'est essentiel? C'est un test de dialogue, en effet. Et aussi créer un homme artificiel. Il y a, mais ça, c'est dans la perspective de l'ingénierie, mais aussi, il y a aussi la perspective des autres sciences. Parce que si on peut modeler, on peut construire quelque chose qui modèle le cerveau, on dit, OK, ça c'est le cerveau. C'était très bon la présentation de Mme Wana Iftimier, que le cerveau, c'est plus complexe, beaucoup plus complexe que les réseaux neuronaux artificiels qu'on utilise maintenant. J'ai discuté aussi avec mon fils qui a fait un master en neurobiologie. Il y a beaucoup d'autres mécanismes qui ne sont pas, on peut pas, même on ne connaît pas tous les détails. Mais il y a ces mécanismes qui ont été étudiés par les psychologues, par exemple la psychologie cognitive, qui a apparu avant l'intelligence artificielle, mais aussi on utilise des résultats. Aussi dans des autres domaines. En effet, c'est une nouvelle science, la science de cognition, cognitive science, qui est une science interdisciplinaire qui combine tout ça. Il y a beaucoup de domaines de l'intelligence artificielle. Aussi, hier, vous avez vu, André a présenté plus dans le domaine du traitement des images. Il y a aussi planification d'action, par exemple, dans les jeux de Go ou d'échecs, résoudre des problèmes, apprentissage automatique. Moi, je me référais en particulier à le domaine du langage, traitement automatique du langage. En anglais, c'est Natural Language Processing standard. Et aussi le domaine des robots intelligents. Ici, quand on dit des robots, il y a beaucoup de robots maintenant dans l'industrie. Vous connaissez, par exemple, l'industrie des automobiles. Ils utilisent beaucoup de robots. Mais ils ne sont pas très intelligents. Ils sont programmés, ils ont un algorithme qui est suivi. Ici, on doit discuter l'idée de l'algorithme, cette idée qu'on a d'instruction, et on fait répétément cette instruction. André a présenté hier. Cet algorithme peut être simple, mais on peut être très compliqué. Mais il y a beaucoup de choses maintenant. Ici, il y a quelques applications. Il y a beaucoup de choses, toujours, qui utilisent l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez être conscient. Le téléphone, il y a beaucoup de choses. Reconnaissance de phase d'empreinte, beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui marchent très bien. Par exemple, aussi l'algorithme technique pour la prognose de temps. Beaucoup, qui marchent très bien. Mais il y a aussi des choses qui ne marchent pas très bien. Et quelqu'un dit que c'est jamais qu'il marcherait parfait. J'ai commencé avec ChatGPT parce que probablement c'est le plus connu maintenant et il est directement lié avec le sujet de ma présentation, le dialogisme, parce que ça c'est, de mon point de vue, essentiel. Traduction automatique, Google Translate, qui marche très bien. Il n'est pas parfait, mais on peut l'utiliser
si tu connais la langue, moi, par exemple, je connais bien français, anglais. Quand j'étais la première fois invité ici, j'ai utilisé Google Translate pour être sûr que je n'ai pas fait de problèmes en français, parce qu'en français, vous connaissez très bien, c'est très compliqué. J'ai discuté avec un professeur de Nantes, et il m'a dit, oh, la grammaire française, la grammaire et les exceptions, c'est beaucoup. Mais il marche très bien. Quand j'étais en Chine, j'ai appris les 20 signes chinois et il m'a marché très bien. Aussi, les chatbots, voitures intelligentes. On discute maintenant beaucoup de voitures autonomes, mais il y a quelque chose que je veux discuter un peu plus tard, les problèmes d'éthique. Il y a, par exemple, une machine autonome. S'il y a un accident imminent, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer une petite garçon ou une vieille dame, ou peut-être il va entrer dans un arbre. Ici, il y a question. Et aussi, il y a des situations qui peuvent faire des erreurs. Bien sûr que aussi les hommes font des erreurs, mais qui a la responsabilité? Il y a une discussion entière. Dans les finances aussi, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de réalisations très remarquables. Par exemple, la détection de tumeurs cancéreuses, parce qu'il peut en prendre de numéros très très grands d'exemples d'images, et apprendre qui sont les images d'une tumeur cancéreuse ou non. Dans notre point de vue, l'intelligence artificielle, c'est du domaine de génie logiciel, de programmation des ordinateurs et statistique, en particulier en 7 jours, cette deep learning, machine learning, apprentissage automatique, réseau neuronal. En effet, c'est statistique. Elles sont des méthodes, modèles mathématiques basés par des statistiques. Qu'est-ce que nous voulons de l'intelligence artificielle? On a dit qu'on veut avoir des choses qui font des tâches intelligentes. Il y a ici, dans le domaine de professionnels d'intelligence artificielle, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui sait on peut faire de l'intelligence artificielle, mais dans un sens faible. Et les autres qui disent non, on peut faire l'intelligence artificielle dans un sens très fort. Le deuxième aussi est nommé General Artificial Intelligence. Ça signifie qu'on peut faire l'intelligence artificielle qui est exactement comme les hommes, on peut faire tout ce que les hommes peuvent faire. Moi, personnellement, je ne suis pas dans ce deuxième groupe, et il y a aussi beaucoup des autres. Et on va discuter un peu. Et bien sûr que si on discute d'un point de vue orthodoxe, chrétien, ici c'est du début. On peut donner une réponse. Et Madame Iftima a très bien discuté ce matin et a intervenu avec quelques arguments. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence humaine? Parce qu'on dit intelligence artificielle, mais qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui n'est pas très facile de définir. Il est généralement défini comme la capacité de résoudre des problèmes, la capacité de comprendre quelque chose, et ça c'est, quand on dit de comprendre, on dépend qu'est-ce qu'on... Parce que, par exemple, la compréhension de texte, c'est pas réalisé. Même si, par exemple, il dit que ChatGPT et des autres sont des programmes qui comprennent le texte. Ce n'est pas la vérité. Mais quand on dit des humains, quelle est la nature humaine? Qu'est-ce qui est spécifique pour nous? Bien sûr que pour des personnes qui sont croyantes chrétiens, orthodoxes, chrétiens en général, c'est évidemment que les hommes ont quelque chose qu'on le sépare des autres animaux. Même les singes, les primates, vous connaissez qu'on était des expériments de faire
les primates de parler, ou même de dauphins de communiquer. On était des échecs. Il y a quelque chose chez nous qui est pour un chrétien clair qu'est-ce que c'est. Mais pour des autres, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qui est évidemment particulière chez les hommes, c'est la parole, la capacité de communiquer avec une syntaxe, avec ça caractérise. On peut avoir des animaux qui... Ici, par exemple, Père Stăniloae, dans ce livre en roumain, je ne sais pas s'il est traduit en français ou en anglais, il dit que le mot, c'est la plus grande puissance du monde, qui construit et détruit dans l'ordre spirituel. Ça, c'est maintenant, avec beaucoup de signification aussi, dans le contexte de fake news et de programmes d'intelligence artificielle qui génèrent des fake news, de fausses nouvelles. Et bien sûr, il y a aussi dans la Bible, dans l'apostole Saint Paul, par exemple en Corinthiens 1, qu'on doit faire une distinction entre la parole de sagesse et qui le donne le Saint-Esprit et les paroles qui éloignent d'une vie spirituelle. Ça aussi, c'est écrit par Père Stăniloae. Et c'est essentiel le dialogue. Et dialogue, on va discuter un peu plus tard, ce n'est pas ce dialogue avec ChatGPT. Parce qu'un vrai dialogue, c'est beaucoup plus que seulement ce dialogue. Et bien sûr, c'est évidemment pour nous, la relation avec le logos, le mot incarné, et c'est essentiellement, bien sûr aussi une intelligence artificielle, on reconnaît que pour avoir la puissance à comprendre le texte, le corps physique est très important et les expériences physiques. Mais c'est plus que ça. Chez nous aussi, il y a, par exemple, la conscience du mot, que nous sommes on va mourir. Ça, et des autres choses qui, on essaie maintenant, il y a dans l'intelligence artificielle, il y a des recherches et des réalisations pour simuler cette expérience. Bien sûr, le Saint-Esprit. Et je veux dire de début qu'il y a des échecs, évidemment, il y a des chercheurs, des professeurs en intelligence artificielle qui disent non. Même j'ai eu avec une étudiante 2 années, qui n'était pas ChatGPT, mais c'était GPT-3, parce que ChatGPT utilise une série de systèmes. J'ai dit, OK, l'intelligence artificielle n'est pas créative, elle peut faire quelque chose totalement nouveau. Elle m'a dit non, GPT-3, et j'ai eu une discussion, on peut discuter ici. Aussi, on m'a dit la compréhension réelle de texte. Ici, c'est un exemple remarquable en partant du test de Turing, un exemple de philosophe américain John Searle. Il a introduit le modèle de la chambre chinois. Il a dit, par exemple, on passe le test Turing, et on passe par traduisant de anglais en chinois. Il y a dans la chambre une personne humaine, qui a des règles. Il prend le texte en chinois, applique les règles mécaniquement et obtient la traduction en anglais ou vice-versa. La question est, cette personne comprend qu'est-ce qu'il y a là-bas. S'il y a seulement des règles mécaniques, il ne comprend pas. Ça, c'est exactement qu'est-ce qu'elle est toujours aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. L'intuition. Ça, il y a personne qui dit, OK, l'intuition, c'est peut-être que dans le réseau neuronal, on fait des connexions, mais
Et ça, c'est aussi lié avec la créativité. Parce que la créativité, qu'est-ce que c'est? C'est que la créativité réelle de venir avec quelque chose totalement nouveau. Et il y a ici, par exemple, je vais donner l'exemple que peut-être tout connaît, Einstein, qui a venu avec une théorie qui était totalement contraire à la mécanique de Newton. Quelqu'un peut-être dit, oh, cette personne est fou. Il était des choses dans le domaine de créativité quand les personnes créatives ont été considérées en première fois des personnes fous. Un système d'intelligence artificielle qui est une sorte de perroquet statistique, il reproduit ce qu'il connaît. Il ne peut pas créer. Il était d'expériments. Par exemple, c'est une auteure, je crois que peut-être il était aussi traduit en français, Hofstadter, c'était un livre Gödel-Escherbach, je vous le recommande. Il était en anglais, il était traduit en roumain, je suppose qu'il était traduit en français. Douglas Hofstadter a conduit un groupe de recherche, un centre de recherche en États-Unis pour la créativité. Elle a essayé, il était aussi beaucoup des autres expériences d'obtenir une créativité artificielle. Mais les résultats ne sont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, faire des combinations d'intelligence artificielle qui sont proposées à un chercheur et qu'il peut, par exemple, décider, OK, ça c'est peut-être intéressant. Moi, personnellement, j'ai une relation très importante avec la musique. Et j'ai donné beaucoup d'étudiants. J'ai maintenant aussi un thésard, un doctorant qui finit sa thèse dans le domaine de création de musique avec l'intelligence artificielle, mais aussi pour analyser l'esthétique d'une pièce musicale. On peut générer des pièces musicales avec l'intelligence artificielle, mais ils ont quelque chose de mécanique. On a été même un programme avec des réseaux neuraux profonds qui a appris toutes les pièces de Johann Sebastian Bach. Et il dit qu'elle compose dans le style de Johann Sebastian Bach. Pour quelqu'un qui n'est pas très connaisseur, peut-être, mais pour ceux qui sont connaisseurs, et moi j'aime beaucoup Johann Sebastian Bach, par exemple, on a mentionné que j'ai eu le prix d'Académie pour le modèle polyphonique. Dans mes recherches, j'ai fait une analyse des conversations et des textes avec l'outil d'intelligence artificielle pour détecter collaboration entre les personnes et interanimation. Et pour ça, j'ai utilisé un modèle polyphonique. Et quelqu'un m'a suggéré, pourquoi tu n'as pas utilisé ce modèle polyphonique pour générer musique de conversation? Et j'ai fait ça. C'était un professeur de l'Université de musique de Bucarest, qui aussi est compositeur, qui a été très heureux. Elle a dit, oh, ça a quelque chose d'humain, parce qu'il parle d'une conversation humaine, de quelque chose d'humain. Et il a mis, si vous cherchez sur YouTube, Traussan, il y a des pièces qui, c'est Nikifor, c'est son nom. C'est cette dimension humaine. Aussi, probablement la plus difficile, aussi philosophiquement, non seulement pour l'intelligence artificielle, la conscience. Il y a eu aussi cette année des personnes, aussi des spécialistes, qui ont dit, oh, ce programme a de conscience. Ici, c'est une discussion, en particulier pour un chrétien, on peut simuler, mais cette simulation, on verrait que cette idée de dialogue, si tu entres avec une personne en dialogue,
on peut voir s'il y a une conscience, il y a une personne. Qu'est-ce que je vous avais dit que j'aime beaucoup aussi la philosophie, l'histoire. En effet, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de nouvel. C'est nouvelle la technologie. Mais il y a des idées qui sont très, très, très anciennes. Il y a des conceptions, idées, tentatives des milliers d'années. Et je les groupais dans deux catégories. Par exemple, dans des livres d'intelligence artificielle, spécialement aussi d'automatique, il disait par exemple en Égypte antique, il était un temple et quand le prêtre, excusez-moi, le prêtre allumait un feu, dans, les portes s'ouvraient. Tout ce, oh, ce prêtre, c'était quelque chose d'automatique. C'était de l'eau qui c'était un feu de pression. Aussi, vous connaissez dans l'alchimie, c'était l'idéal de créer un homme plus bête. Et créer un homme plus bête, non, comme on a discuté ce matin de créer. Aussi, on a discuté de créer un embryon qui total sans. Peut-être vous connaissez l'idée de homuncule. C'était un des idéaux de alchimistes. Le golem. Vous connaissez le golem, était aussi un roman de Gustav Meyrink, mais ça c'est très significatif parce que quand j'étais à Philadelphie, il était le Congrès international de sciences et religions. J'ai acheté un livre qui était très intéressant parce qu'il était des conversations avec des grandes personnalités de sciences. Et une de ces personnalités est un professeur d'intelligence artificielle fameuse qui a dit que quand il était étudiant, si je ne me trompe pas, il était à MIT, Massachusetts Institute of Technology, il était un professeur qui dit qu'il était un successeur d'un rabbin de Prague qui a fait un golem. Un golem, c'est quoi? Faire une poupée de terre, dire quelques mots, mettre les mots sur sa menton, et devenir, prendre vie. C'est dans la religion juive. Ça, c'est... il dit que l'homme est formé comme par le Dieu, a le pouvoir de créer quelque chose, et il peut créer quelque chose avec vie, comme bien sûr que ça pour nous ce n'est pas valable, mais il a dit que ce professeur a dit qu'il est le successeur et en effet le traitement du langage naturel, le traitement du langage, ils sont les kabbalistes d'aujourd'hui, parce que la Kabbale il interprète les textes et voit ces combinations et idées dans des combinaisons. Et il dit que ça, c'est leur idéal, de faire des machines qui, comme les Kabbales, ont fait et obtiennent des sens. Ça signifie qu'il y a aussi, on a ce matin, beaucoup de chercheurs, de professeurs, peut-être ils ne le disent pas, ont des convictions religieuses, athées ou différentes, et utilisent ces golems. Et même, je m'appelle, si je ne me trompe, qu'en Israël, un des premiers ordinateurs a été nommé Golem. Il était automate mécanique. Le canard de Vaucanson, vous connaissez, c'était dans le XVIIe siècle, quelque chose du XVIIIe, quand on fait des poupées mécaniques qui imitaient la vie. Aussi, c'est célèbre le Turc qui jouait schach. Mais c'était une personne. Cette idée, en effet, vous connaissez Amazon, la compagnie Amazon. Amazon a offert la possibilité, par exemple, si on voit de faire des programmes d'apprentissage automatique, machine learning,
on doit faire, il y a une variante supervisée, comme André a dit hier, et il y a des personnes qu'on doit annoter. Par exemple, on a exemple de messages et on sait ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ça, c'est... Et Amazon offre la possibilité que tu payes. Et il y a des personnes qui font ça. Et le mécanisme, c'est Mechanical Turk. Parce que c'est pas une... c'est quelqu'un... Et bien sûr, les robots. Ça, c'est une dimension. Vous savez qu'on veut faire des hommes artificiels, en fait. Mais c'est une autre dimension. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une femme, c'est une philosophe qui était aussi prêtre, Raimundus Lullus. En Barcelone, c'est une université qui a son nom, qui a écrit quelques livres. Et il a, immédiatement, je vous montrer, en fait, il a imaginé un calcul, une sorte de calcul avec des roues qui se... Mais il était, dans ces périodes, il n'était pas une séparation de science et religion. Il était prêtre et il, par exemple, mettait les attributs de Dieu. Et par combinaison, il voulait obtenir toutes les vérités du monde. Mais il était aussi influencé par les kabbalistes. Leibniz, je crois que vous connaissez le fameux philosophe, aussi mathématicien, parce que lui, Newton, a inventé le calcul différentiel. Puis, dans la philosophie, le positivisme, Auguste Comte, oui, vous connaissez bien, il a dit qu'il y a les 3 stages, religion, métaphysique, structuralisme dans le deuxième siècle, 20e, excusez-moi, 20e siècle. Le néopositivisme, par exemple l'école de Vienne dans le 20e siècle, ou le positivisme logique qui est une base pour l'intelligence artificielle basée en logique. Et les théories de calculabilité, ici par exemple Turing a fait 7 modèles des ordinateurs, mais il a aussi introduit un théorème, c'est un théorème fondamental. Moi, quand en cours d'analyse d'algorithmes, c'est une des premières théorèmes qui dit qu'on ne peut pas écrire un programme d'ordinateur qui vérifie que les autres programmes se terminent. C'est la fameuse théorème de Turing. C'est une théorie mathématique. Qu'est-ce qu'on peut calculer, qu'est-ce qu'on ne peut pas calculer? Et ici, on doit aussi discuter de Gödel, qui aussi, avec sa théorème de incomplétitude, a démontré que l'idéal de Hilbert et des autres qui voulaient décrire même l'arithmétique, qui est le plus simple des mathématiques, formellement, il y a un théorème qui ne peut pas être démontré. On a écrit et discuté beaucoup de ça. Par exemple, Adrian Lemen, de Bucarest, qui est maître de conférence à la faculté de théologie à Bucarest, il a même écrit un livre en roumain de cette chose. OK, ces 2 catégories, en effet, sont 2 tentations de l'intelligence artificielle qui sont en fait des tentations très, très anciennes. La première est de tout savoir, de connaître toutes les choses du monde. Et la deuxième, c'est de faire des hommes artificiels. Mais ça, c'est quoi? C'est être comme Dieu. Cette ambition d'avoir des pouvoirs infinis. Et ici, en effet, excusez-moi, c'est en roumain, j'ai fait une photo de Père Stanislae, le traité de mystique, qu'il dit qu'en effet, nous avons dans nous un vide on doit le remplir avec quelque chose lié au Dieu, mais beaucoup des hommes veulent le remplir avec des choses matérielles, de voitures, de boissons, de manger, de argent, pardon?
en général, mais aussi des connaissances. Que aussi ça, peut être une patime, non? Une tentation de passion. passion. On va le remplir avec des choses finies. Mais on a besoin de quelque chose qui est non seulement fini. Et en partant de cette date historique, par exemple, Ramon Llull, il y a aussi un livre écrit quelques décades, Francis Yates, L'art de la mémoire. En effet, cet art de la mémoire était étudié dans cette période avec les autres quelques arts. Et aussi c'était avant le type art, mais il avait aussi une dimension mystique. Leibniz a utilisé cette idée et aussi il a voulu créer une caractéristique universelle, c'est un calcul qui obtient tous les vérités, tous les faits du monde. Et ça, en effet, est l'idée qui a été utilisée dans la logique mathématique. Nous avons en Roumanie Anton Dumitriu, si vous connaissez. Il était dans la génération de Cioran, Eugene Ionesco. Il a écrit une histoire de logique très, très bon en roumain et il a été aussi traduit. Et il a une de ses principales parts, la logique mathématique. Et il décrit toutes ces évolutions des idées de Ramon Llull, Leibniz, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, et qui ont été utilisés en intelligence artificielle parce qu'une grande part de l'intelligence artificielle avant les réseaux neuronales était basée aux connaissances, aux représentations des connaissances explicites. Et la logique mathématique, c'était une des premières manières de représenter. On dit, OK, on représente tout dans la logique mathématique et on fait des raisonnements, résoudre des théorèmes pour obtenir de nouvelles vérités. Et aussi, il y a peut-être, il n'est pas très évident, les hypertextes, hypermédias, les web, et aussi dans cette direction. Et je vais vous montrer immédiatement. C'est un exemple de Hartmann, de Ramon Llull. Il met les attributs de Dieu, bonitas, magnitudo, duratio. C'était des roues qui se... Et il dit que, par combinaison, tout ça obtient toutes les vérités. C'est une idée qui a été utilisée même dans l'intelligence artificielle. Une sorte d'intelligence artificielle est basée sur cette chose. Leibniz aussi a utilisé quelque chose. Ça un peu ressemble aussi avec le de Kabbale. Pardon? L'arbre de Séphirot. Le Sériphote, oui. Séphirot. Je ne suis pas connaisseur de Kabbale, mais j'ai été un peu curieux de... mais aussi, dans cette période, XXe siècle, il y a une analogie des idées très intéressantes, qui sont en fait liées de se connaître toutes les vérités du monde. Et je ne sais pas si vous connaissez Vannevar Bush. Il était professeur, recteur aux États-Unis, et j'ai vu, il était une série à la télévision sur la bombe atomique, le projet Manhattan. Et j'ai vu là-bas que Vannevar Bush, c'était le conseiller de Roosevelt par la science. C'était une grande personnalité. Il a imaginé, il a écrit un livre, Memex, en 1945, qui voulait ça, que all the world, toutes les connaissances, toutes les informations du monde, d'être disponibles sur le bureau d'un chercheur, il imaginait quelque chose qui était électromécanique, parce qu'en 1945, c'était seulement le premier. Et en effet, si vous pensez un peu, ça c'est le web. Mais c'est pas, bien sûr, c'est pas... la généalogie des idées, c'est que
l'idée du hypertexte est attribuée à Douglas Engelbart, qui dit qu'il voulait avoir un conceptual framework for ethics humanitarian, un environnement conceptuel pour élargir le pouvoir de l'intellect humain. Et après ça, Theodore Nelson était ce qui a introduit le thème de hypertexte. Il a dit qu'il voulait un système de parallel creative work massif par étudiants, un hard canvas of the future pour la compréhension des humains et la freedom, la liberté d'expression et accès. C'est significatif. Et en effet, ça c'est ici. Moi j'ai ajouté ça, mais ça j'ai pris d'un site web. So, Vannevar Bush, Douglas Engelbart et Nelson, ça la généralité des idées. HyperCard, c'était le premier système de type hypertexte commercial par IBM, si je ne me trompe pas. Et en effet, tout ça, on a pour conséquence le web. Tim Berners-Lee a utilisé c'est une généalogie des idées. Qu'est-ce qu'a fait le web? Exactement ça, sur le desktop, l'ordinateur qui est le modèle desktop, accès sur toutes les connaissances. Google Books, Google a eu l'idée de Google Books. Il n'a pas dit publiquement, mais une des buts de ces Google Books, c'est d'avoir accès à tous les livres en format électronique pour le traiter avec l'intelligence artificielle. Et en effet, ChatGPT utilise toutes les publications en forme électronique, utilise des mécanismes d'apprentissage pour générer des réponses. Mais cette idée, en effet, d'expander, d'enrichir la capacité humaine, c'est en effet l'idée de transhumanisme. On a discuté ici de donner à des hommes des pouvoirs supplémentaires. World Wide Web et bien sûr l'intelligence artificielle, c'est dans cette généalogie des idées. Mais il y a aussi le concept de post-humanisme qui dit, OK, on a des intelligences artificielles très performantes, des réseaux neuronales profondes, très complexes. Et si nous sommes caractérisés seulement par le cerveau, et ça, ce n'est pas le cas, c'est aussi Wana qui a dit, argumenté, on peut copier la structure neuronale du cerveau d'une personne et le mettre dans un réseau neural artificiel. On dit, par ça, mind uploading en anglais. On upload, on transfère le mind, pardon? Non seulement la conscience, aussi, il implique aussi la conscience, mais toutes les connaissances, aussi la conscience, mais ça, bien sûr, c'est temporaire. Et ça, c'est en effet transféré tout dans l'ordinateur, mais l'esprit, il dit que des fois, non, l'esprit, c'est l'émergence. Et il y a des personnes qui donnent beaucoup d'argent pour faire ça. Et qui croient qu'on peut faire. Ça, c'est une autre idée de post-humanisme, mais ça, c'est un peu avec cette aussi théorie apocalyptique que les robots, dans un moment, on va détruire les hommes. Ici, en effet, il y a des théories de conspiration aussi, mais les problèmes ne sont pas... on doit être très clair ici. C'est un danger. C'est un danger pour l'intelligence artificielle autonome. Si on donne à un robot
Et un robot peut être un robot avec humanoïde, mais aussi une drone. Une autre chose, on donne la capacité d'être autonome. Ça signifie de se faire de buts alternatifs ou buts personnels, décider et de non comme les fabriques d'automobiles avec exactement les choses qu'on peut faire, ou dans des autres, pas on a le contrôle. Il est un danger. Il y a été quelques mois, je me rappelle, un expériment pour commander une drone, avec une drone, était une simulation. Mais il a eu la décision dans le moment de tuer l'opérateur. Et aussi, c'est le fameux film A Space Odyssey, je ne sais pas, Stanley Kubrick. Je ne sais pas, je vais le recommander, considéré peut-être le plus grand film science-fiction du monde. En effet, il était un consultant, c'était Marvin Minsky, un professeur de MIT. Et dans ce film, c'est une nappe spatiale qui a un robot, un calculateur avec l'intelligence artificielle qui parle. Dans un moment, il fait une erreur. Le pilote décide de lui offrir les capacités et même s'il se isole et discute qu'il ne pas attendre mais il lit sur le et il décide de le tuer. Ça, c'est possible. Le film est de 68, mais c'est un film très bon. Il est cette pellicule. En effet, il y a quelques années, il était une lettre ouverte dans le monde de plusieurs des professeurs et des chercheurs, moi aussi je l'ai signé, contre les armes autonomes. Parce que je crois que vous comprenez qu'il y a des recherches. Dans la communauté européenne, on a commencé de discuter en détail de ce problème de contrôle humain, d'autonomie. Et il y a aussi des lois. Aussi, il y a des lois, par exemple, pour le deepfakes, comme a dit André hier. Il était, par exemple, un film avec Barack Obama qui parlait aux étudiants de Stanford. C'était pas... Mais on peut faire exactement... aussi en Roumanie, maintenant, il y a une loi qui est dans le Parlement, que si on met ce type de film, on doit écrire, c'est un film. Mais ça, c'est par exemple pour la télévision, mais sur le web, on peut trouver beaucoup de clips de fake. Quel est l'état actuel? C'est qu'André a présenté, c'est l'apprentissage automatique, supervisé, non supervisé, semi-supervisé. Par exemple, ce système de type GPT, ils ne sont pas super. Il prend tous les textes et il apprend pour continuer le texte. Quel est le mot qui suivi? Mais il utilise un nombre immense de textes. Et ici, il y a une discussion. Il était un article qui dit ils sont très puissants parce que beaucoup de choses ne sont pas... C'est comme la statistique. Des choses qui sont particulières, individuelles. Constantin Noica a un livre très intéressant, La logique de Hermès. Et il dit que la logique mathématique, c'est la logique de Arès. Mais il y a aussi des choses particulières. Il dit, par exemple, l'inférence, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Mais Socrate, c'est une personne. Et on ne peut pas faire seulement des raisonnements de ce sort. Il était aussi traduit en roumain il y a quelques années, un livre d'un auteur américain, Armes mathématiques de destruction en masse. Et il donne des exemples très bons de
situations, par exemple, aux États-Unis. On fait des programmes d'apprentissage automatique pour la libération conditionnelle en prison. Et il a pris tous les cas, mais il était un peu bias. Aussi pour les professeurs. Pour les professeurs de lycée, je ne sais pas exactement le segment, mais il a apprécié le système et il a décidé que seuls quelques professeurs doivent être concédiés. Et entre eux, était un professeur de très bon, mais il n'était pas typique. Et beaucoup de temps, il y a de personnes qui aussi dans la banque, pour donner des crédits, on doit donner des dates. Avant, il était une personne qui décidait, ça, ok, on donne. Maintenant, il y a des programmes d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatiquement, qui, en partant de votre... Ils décident, ok, on donne, on ne donne pas. Et ici, c'est un problème qu'on va immédiatement, et aussi, il a été discuté hier, parce que ce programme, il y a des boîtes noires. Si on demande pourquoi tu ne la donnes pas, il ne peut pas dire. Moi, j'ai un étudiant, un master maintenant, s'est inscrit au doctorat, qui a travaillé dans une banque en Roumanie, comme programmateur. Et exactement ça, il y a des méthodes. Il y a des problèmes évidents, des erreurs, des hallucinations, problèmes d'éthique, des problèmes de données d'explication. Ça sont des problèmes très discutés, très graves. Il n'est pas clair si on pourrait le résoudre totalement. Erreur. Par exemple, ChatGPT. C'est un exemple, excusez-moi, je suis seulement en anglais. Ici, l'Internet ne marche pas très bien. Il sait que pour cuire une viande, on doit 5 minutes. Et la question est si on a 3 tranches de viande, combien de minutes? Et il dit, OK, s'il y a 15 minutes. Hier, on a dit que ce problème de calcul mathématique qu'il ne peut pas faire. Ça, c'est un problème, à mon avis, qu'il faudrait résoudre. Parce que, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup en langage Lisp. Peut-être ceux qui sont ingénieurs en génie logiciel connaissent. Et il était de calcul symbolique. On peut faire quelque chose, ça ce n'est pas un problème très grave qui ne peut pas être résolu. Il y a des autres problèmes qui sont plus difficiles. Par exemple, moi, quand il a commencé en novembre l'année dernière, on a été lancé ChatGPT, j'ai donné aussi à mes étudiants, j'ai un cours d'interaction homme-ordinateur, et je fais dans les dernières années aussi interaction homme-intelligence artificielle, et je leur ai donné une tâche pour trouver des situations que ChatGPT ne marche pas bien. Mais aussi, je lui ai dit, tu fais beaucoup d'erreurs. Il y a aussi cette sorte, excusez-moi, il dit lui-même qu'il n'est pas parfait, je n'ai pas lu tout. Ça c'est très important. On ne doit pas avoir totalement confiance en quelque chose de ChatGPT. Il peut être utile, et il est utile, pour des choses qui sont très discutées, de beaucoup de textes. Parce que, je vous l'avais dit, il prend tous les textes, l'apprenait, et donne une sorte de synthèse. En effet, il peut être comparé avec Google. À Google, tu sais quelque chose, et Google, tu donnes une liste de documents où on peut trouver ce que tu cherches. Et tu peux décider, OK, ça c'est pas OK. ChatGPT, en effet, c'est un fait de Google qui, de ce tout texte, fait un fait de synthèse, oui, et donne une réponse. Mais si tu connais le domaine, tu peux dire, oh, c'est pas bien, donne-moi une autre. Mais si tu n'es pas connaissant de cette, il peut être... Il était un exemple, par exemple,
quelqu'un a demandé, est-ce que je peux prendre une tasse de porcelaine, le casser, et une petite en poudre, et mettre dans le lait d'un enfant? Il a dit, oh oui, c'est bien, parce qu'il est de calcium. Quand il y a des choses qui ne sont pas, il fait des hallucinations. Et aussi, je lui demande la question de l'imitation. Il a dit qu'il n'est pas parcours le web. Il connaît seulement jusqu'à 1 ou 2 années avant, parce que ce processus d'entraînement est très, très coûteux. Il ne pas le fait permanemment. Google, il fait permanemment, mais lui, non. Par exemple, un de mes étudiants l'a demandé qui a été le pays qui a obtenu le championnat mondial de football. Il a dit non, je ne sais pas, parce que ça, c'était en 2022, et moi, je suis jusqu'avant 2022. Aussi, des autres... Quand on dit des hallucinations, hallucinations, c'est lié avec aussi les hallucinations humaines, des personnes qui ont des problèmes psychiques, et dit quelque chose qui sont hallucinations, c'est pas vrai. Ça, j'ai eu 1 mois avant de faire une analyse d'un papier, vous savez, des journaux scientifiques, on donne quand quelqu'un envoie un papier, on donne à quelques spécialistes de faire une review. Et j'ai eu une review pour une reviste, un journal très, très sérieux. Et c'était un papier à comparer les hallucinations d'une ChatGPT et des autres, parce qu'il n'y a pas seulement ChatGPT, il y a aussi BART de Google, ChatGPT, maintenant OpenAI, la compagnie financée aussi par Microsoft qui a introduit ChatGPT dans son Bing. Il y a aussi des autres. Et il a comparé ce produit avec qu'est-ce que des hommes disaient. Et il a inventé quelques questions, 70 questions, données et comparées. Mais qu'est-ce que je vais vous regarder avec John dans la référence, dans la bibliographie de papier, tout ça, c'est article sur les hallucinations, article scientifique très sérieux. Et ChatGPT a été lancé en novembre dernier. Il y a déjà beaucoup de recherches sur les hallucinations. Et ici, peut-être quelqu'un de vous connaît Yann LeCun, c'est un homme célèbre dans le domaine. Il a obtenu le prix Turing Award. C'est un prix qui est donné dans le domaine de l'informatique, qui est équivalent comme prestige que le prix Nobel. Parce qu'il n'y a pas de prix Nobel dans mathématiques, informatique. Et il dit ça, que OpenAI, la compagnie qui a fait ChatGPT et GPT, dit que ce problème hallucinant on va le résoudre dans le futur. Il est un peu sceptique, il dit, we'll see. C'est pas très... Et aussi, c'est le rapport de la compagnie de GPT-4. Et ils sont honnêtes. Il dit, même dans le papier qui décrypte ce système, il dit qu'il y a des problèmes de cohérence, il y a des problèmes de répétition, il y a des problèmes. Il dit, il n'est pas très fiable. OK. Comme j'ai dit, il était les hallucinations, les erreurs, les problèmes éthiques. Ça, ce sont des problèmes très graves. En français, c'est correct, non? Bias. En anglais, c'est bias. Il y a beaucoup de problèmes ici. Même ces législations pour les dates personnelles, il y a des programmes, par exemple, comme Tom,
il y a des e-shops, des magasins virtuels. Vous savez qu'ils font un profil de toi, ils te proposent. Par exemple, moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai acheté quelques livres de Amazon et il m'a envoyé des recommandations. On te recommande ça. Et il était très bon recommandation. Et ça, c'était beaucoup des années, en 2005. Maintenant, il y a beaucoup de e-shops qui ont cette facilité. Mais ça est un peu discutable parce que ce modèle de toi peut être utilisé de quelqu'un dans des buts qui ne sont pas corrects. Parce qu'ils peuvent voir que tu as une affection, que tu as peut-être que tu as quelque chose que tu n'es pas conscient. Hein? Parce que c'est ça aussi l'idée que, par exemple, en Google, tu cherches quelque chose. Ce système de recommandation te recommande. Et il part de l'idée que tu n'es pas conscient que tu as besoin de ça. Mais ça, ce n'est pas correct. Le GDPR, en effet, vous savez, la législation, que tu peux dire que je ne veux pas de mes dates personnelles d'être enregistrées. Mais beaucoup de personnes le savent. Par exemple, Google, il connaît tous les places où tu es. Moi, je le laisse, je n'ai pas seulement dire un secret. Mais il y a aussi à Facebook, personnes qui ont... Mais, génération de nouvelles faux, de fake news, manipulation. Et je vous avais dit, il y a des programmes qui génèrent des faux messages. Et ils les génèrent bien, c'est-à-dire qu'ils sont ces messages qui sont crédibles. Aussi, les agents conversationnels. ChatGPT est très nouveau, mais il y a des agents conversationnels, ils sont de beaucoup. Oana a dit de Weizenbaum et de Lisa, qui a été en les années 60 du dernier siècle. Maintenant, il y a aussi des engines qui peuvent générer de ce type de compagnie, ce qu'elle race, la compagnie peut acheter, et ils sont utilisés d'agents qui discutent avec toi. Mais il y a un exemple célèbre, Tai, qui a été fait par Microsoft il y a 5 années ou quelque chose. Il a mis sur Twitter. Et en moins de 20 heures, on le doit éliminer. Parce qu'il a commencé avec des répliques fascistes, misogynes, parce qu'il apprend parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est exactement comme un perroquet. J'ai vu à TV qu'un jardin zoologique, je ne sais pas quelle place, des jeunes se distraient d'apprendre les perroquets, le réel perroquet, de parler des autres personnes qui venaient, des perroquets. Et ici, c'est un autre exemple célèbre. Il y a quelques années, cette idée je n'entre pas dans les détails techniques, parce que cette performance, les mots sont codifiés en des vecteurs de nombres, word embeddings. Et il y a quelques années que Google a annoncé, et on peut faire un fait de calcul algébrique. Et on peut faire des calculs algébriques avec les concepts. Par exemple, on dit, comme Paris est pour France, Tokyo c'est pour qui? Et réponse Japon. Mais il était des bias. Father, doctor, père, docteur, mère, sœur. C'est infirmière. Mais homme, programmateur, dessinateur, femme. Et ça, c'est une. Mais il y a aussi des autres. Par exemple, une discussion est que beaucoup de textes sont écrits en Europe, en États-Unis, en Asie, moins en Afrique.
Et ça signifie qu'il y a une bias. C'est-à-dire des choses culturelles, des choses... Et en général aussi, par exemple, pour nous, orthodoxie, en comparant par exemple avec bouddhisme, il y a peut-être beaucoup plus de discussions dans le web et on peut être ce kind de bias en général. Et ici, par exemple, c'est John Gene Andres, c'était en 2017. Il était, dans ce moment, je ne sais pas maintenant, le chef de l'intelligence artificielle à Google. Et il sait, le problème, ce n'est pas les killer robots, les robots qui tuent le monde, parce qu'il y a ces scénarios. Non. Le vrai problème, c'est le bias. Parce qu'on te donne des résultats fausses. Si tu prends des décisions en partant de ce que dit ChatGPT, une autre, MIT, c'est biased algorithms, vers partout. C'est un problème. Et cette image, je l'ai vue chez André, je l'ai trouvée aussi. En effet, ce sont des perroquets statistiques. Il y a des méthodes statistiques, mathématiques. Et statistiques, c'est exactement, on prend beaucoup de choses, mais des personnes individuelles, comme aussi Constantin Noïka a dit, ne sont pas... Et le dernier problème que j'ai été dans ce livre, c'est le problème d'explication. C'est aussi un domaine maintenant de recherche très, très chaud et très important. Explainable AI, XAI. C'est important de donner des justifications, d'entrer dans un dialogue réel qui peut être responsable. Et par ça, j'arrive à ce que je dis au début, le dialogue c'est essentiel. Et cette idée de answerability c'était introduit aussi par, je ne sais pas si vous avez entendu, de Mikhail Bakhtin. C'est un essayiste, philosophe, écrivain russe. Il est mort en 1975, mais il a eu un impact extraordinaire, spécialement dans les États-Unis et dans les autres pays. Il a étudié dans les philologie. Il a été traduit en Roumanie, aussi en France. Il y a un livre, je vous le recommande, c'est nommé La poétique du roman de Dostoïevski. Et Dostoïevski, vous connaissez qu'il avait une dimension clairement orthodoxe. Et il dit que Dostoïevski a été un si grand écrivain parce qu'il a il a écrit un roman polyphonique. Et Bakhtin dit que toute véritable compréhension est d'un nature dialogique. Dialogue est partout. Le dialogue, c'est essentiel. Tout converge vers le dialogue. L'opposition dialogique. Tout n'est qu'un moyen, tandis que le but est le dialogue. Et aussi, il dit que, en fait, pour connaître la personnalité, la conscience d'un autre, tu dois entrer avec lui en un dialogue. Et ici, on utilise, j'ai vu dans le premier jour, Père Marc-Antoine, cette idée d'interpénétration. En effet, dans un dialogue, dans une communauté, quand tu es en communion avec quelqu'un, c'est cette chose qu'en effet, c'est la périchorèse. C'est le modèle de 3 hypostases qui, en effet, c'est 1 en 3. Et ça, c'est cette idée de polyphonie qui est dans la musique classique, Johann Sebastian Bach, mais aussi dans la musique moderne, il y a des polyphonies. Il y a des voix qui, chacun a une personnalité, c'est des voix distinctes, mais qu'on est jouées en parallèle, et on fait un tout qui est cohérent et harmonieux. Même s'il y a des dissonances, des divergences, parce qu'autrefois,
les lois de contrapunct, qui sont les lois de composition de polyphonie. C'est les lois presque mathématiques. On dit que s'il y a deux voix, il n'est pas une voix qui suivit l'autre, qu'il y a aussi des divergences. Et il dit tout dans la vie, c'est une diversité, c'est une contrapunct. Une pluralité de voix et de conscience indépendantes et non fusionnées. Et j'ai trouvé un livre par Mihailovic, c'était publié aux États-Unis, mais le nom c'est serbe, qui dit que c'est nommé Corporal Word. Elle discute de ces dimensions orthodoxes de Bakhtin, de ce concept. En conclusion, un vrai dialogue implique aussi réciprocité. Et je discute comparant maintenant, on fait une comparaison avec ChatGPT. Quand on discute, c'est essentiel d'avoir aussi une discussion face à face. Ici, j'ai écrit un article il y a quelques années lié aussi de théorie de Buber. Moi, toi, comparant avec moi, lui. Quand on est face à face, c'est moi, toi. Aussi, il y a cette... quand on discute, peut-être c'est une oglindire. On te voit dans les yeux des autres. Un reflet, oui. Avec ChatGPT, c'est pas... j'ai été, peut-être vous connaissez Sorin Mihalache de Bicare. Il y a un mois, il a soutenu sa thèse de doctorat en médecine. Je ne sais pas si vous... il a fait quelques recherches scientifiques, médicales, et c'était une chose très intéressante qu'il a discutée, et qui est basée aussi dans des dates médicales des autres chercheurs, qu'il y a une différence entre empathie et compassion. Empathie, c'est un terme qui beaucoup sait que l'intelligence artificielle n'a pas d'empathie. Parce qu'empathie signifie que tu te mets dans le pot des autres. En anglais, le mettre dans les autres pantoufles. Et un homme normal, quand on voit un homme qui a des problèmes, tu ne te sens pas bien. Il dit que les tueurs en série n'ont pas d'empathie. Et il dit que l'intelligence artificielle, ici c'est un cas célèbre, c'est Terry Winograd, c'est un professeur de Stanford, qui, au début, il était un des premiers chercheurs en intelligence artificielle célèbre à Stanford. Et puis, il a changé un peu le domaine, il a dit l'intelligence artificielle, c'est comme un bureaucrate. Il est suivi des règles, mais il n'a pas empathie. Il n'est pas... Parce que l'empathie, c'est lié avec l'expérience de vie. Et il était beaucoup lié avec Heidegger, cette philosophie de l'expérience de vie, expérience de mort aussi. Empathie, maintenant on essaie de faire des programmes qui sont empathiques, de simuler. Mais qu'est-ce que Sorin Mihalache a dit? Il y a une différence entre empathie et compassion. Il semble similaire. Non, compassion, c'est autre chose. Par exemple, l'empathie, tu passes, tu vois une personne qui est malade. La compassion, tu discutes, tu cherches de dire quelque chose. Et il y a des expériments médicaux qui disent que quand tu as de compassion, aussi pour toi, c'est quelque chose de bénéfique qui se produit dans le cerveau et dans le corps. C'est plus que empathie. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, peut-être ChatGPT peut être empathique, mais c'est d'avoir compassion pour ChatGPT, cette relation est l'amour.
J'ai entendu qu'il y a des personnes qui vont avoir des robots quoi, avec faire de l'amour. Mais l'amour, c'est aussi d'autres choses. Et ici, aussi de Père Staniloae, il dit cette idée de communion. Communion, c'est différent de, par exemple, sur le web, sur le réseau social, on a beaucoup de friends, d'amis, il y a des communautés. Mais ça, c'est en effet, la communion, c'est de vivre. Et aussi, il dit qu'en roumain, mot, cuvânt, est unique, il dit. Et c'est signifiant parce qu'il vient de onventum, qui signifie être en communion, être ensemble. Le mot qui est lien. Un vrai dialogue, je dis, ça c'est pas. Un autre, ça c'est une extrait d'une page de web. Le mot non pas d'intentionnalité, c'est aussi le problème d'intentionnalité, que tu dis quelque chose avec une but. Seulement l'esprit conscient produit du sens. Ici, c'est un exemple en théorie de probabilité. On dit si tu as un nombre immense de machines à écrire et tu mets des singes de battre dans la théorie de probabilité, il y a la probabilité que dans une machine, tous les œuvres de Shakespeare doivent obtenir. Par la théorie de probabilité, ça c'est possible. Le jeu de hasard. Ici, on peut discuter aussi de la théorie évolutionniste, qui est basée en hasard. C'est une falsification du sens. Il dit, l'Internet, ça veut dire vol nos mots, même, diluant leur importance. Ces machines nous donnent des phrases avec une syntaxe parfaite, mais sans contenu sémantique intentionnel. Il dit, c'est un apocalypse sémantique. Et en effet, ici, on discussionne cette ChatGPT, mais on doit aussi penser à Platon. Si vous connaissez dans un dialogue, il dit que on ne doit pas utiliser l'écrit parce que c'est une discussion, mais il y a de ça. Et aussi, je finis avec quelques citations par exemple, Saint Apostole Paul. Et ici, j'ai eu l'exemple en roumain, je l'ai traduit avec Google Translate, et puis j'ai utilisé la Bible que j'ai dans ma chambre, et j'ai changé quelque chose. Ici, c'est exactement comme la Bible mais là-bas, ce n'était pas l'amour, c'était la charité. Excusez-moi, parce que je n'ai pas eu. Je crois qu'amour, c'est, je ne sais, peut-être charité, je connais français, mais je crois qu'amour, c'est un peu différent de charité. Il y a plusieurs formes d'amour. Il y a agapé, eros. Je ne sais pas, excusez-moi. Et aussi, être dit non de la lettre, mais de l'esprit. Et en effet, ChatGPT et tout ça sont basés sur les lettres. Aussi, ici, j'ai mis aussi le cité de Corinthiens 1er, en roumain et parce que je ne sais pas sûr qu'elle est bien traduite, qu'il y a une différence dans l'esprit du Dieu et l'esprit venu du monde. Je crois que ChatGPT et des autres qui apprennent tout, c'est l'esprit de qu'est-ce qu'on écrit, les hommes, les discussions, qui peut-être ont, mais il y a aussi beaucoup des autres choses qui ne sont pas de la spiritualité chrétienne. Ici aussi, c'est quelque chose d'apôstole Paul, il ne donne pas les vraies sagesse des textes humains. Excusez-moi aussi pour la traduction. Elle a dit, c'est en effet lié à ce que j'ai dit.
Et je finis avec une citation de Saint Grégoire de Nice, qui aussi discute quelque chose de similaire. Aussi la traduction, peut-être il y a quelque chose pas parfaites. On doit faire la différence entre les mots de Dieu et les mots qui sont écrits par les hommes. Et ici, aussi, peut-être vous connaissez que Geoffrey Hinton, c'est une de ceux qui a introduit cette idée de multiples tâches. C'est une des personnes. Mais il a été à Google et il y a quelques mois, il a démissionné parce qu'il a dit que cette direction, ce n'est pas une bonne direction. C'est une page de web un peu, ce n'est pas de cette année, mais c'était dans la simple idée qu'on doit voir, on doit faire quelques changements. Et aussi un président de Apple qui dit que ce n'est pas un problème que les ordinateurs vont parler comme les hommes, mais que les hommes vont parler. Parce que les enfants et les personnes discutant avec ChatGPT, on va commencer à discuter. Et un danger est que ces systèmes qui utilisent les textes pour apprentissage automatiquement, on utilise aussi les textes générés par les ordinateurs. Par exemple, pour traduire automatiquement, on a été beaucoup de temps utilisé les textes du Parlement européen, parce que le Parlement c'est un corpus avec des textes dans beaucoup de langues. Et on peut l'utiliser pour apprendre la traduction. Mais maintenant, on discute parce qu'il y a aussi des textes qui ont été traduits automatiquement et peut-être générés par... Et si on prend de ça, on prend des choses qui ne sont pas... Et ici, il y a quelques... Ça, c'est l'article que je vous avais dit. Il a été un journal AI and Society. Et aussi, il y a, par exemple, on a eu à Timișoara, il y a 2 années, une conférence sur le transhumanisme. Maintenant, il doit apparaître un volume en Doxologia. Avec Adrian Lemeni, avec Sorin Mihalati, on a publié beaucoup. On a aussi, comme Père Răzvan Ionescu a dit, collaboré, il y a beaucoup de temps, était des projets. Et aussi, j'ai aussi beaucoup de choses dans mon domaine. Mais ça, c'est... j'ai essayé de considérer des autres aspects, par exemple l'infinité, le raisonnement, et discuter ça de perspective. Je vous remercie.